Caroline, DRH de Daveo, et du coup directement impactée par le sujet des millennials, puisque ça représente une grosse partie de notre population et de nos recrutements actuels et à venir. Alors moi c'est Raphaël, je suis coach agile chez Daveo. Alors coach, ça va un peu tout et rien dire, donc je vais essayer de faire simple. J'ai tendance à dire intermittent du spectacle. Je vais dans des entreprises, je prends mon bâton de pèlerin, j'essaye de poser des questions, enfin j'essaye de faire bouger des trucs. Des fois ça marche, des fois ça marche moins bien, mais voilà, c'est sympa. Et l'idée en fait derrière ça, c'est aussi, je suis pas mal confronté à des problématiques qui sont justement liées aux millénials, ou plutôt aux interactions qu'il y a entre les individus dans des équipes, dans des organisations, dans des systèmes. Et donc ça nécessite aussi de se poser des questions par rapport à ces individus, à l'instant T, mais aussi sur l'avenir, puisque quand on parle de carrière, et quand on parle de suivi de carrière, de millénial, la question qui est posée aujourd'hui, c'est le mariage forcé. C'est compliqué, c'est compliqué. Le millénial, je sais pas d'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui se considèrent comme millénial ici par hasard? Bah, techniquement. Hein? Techniquement, oui. Techniquement, oui. Et, mais oui, ça veut dire que oui. Et donc, je vais essayer. On va essayer. Alors, comme j'en fais aussi partie, on va essayer de faire une petite thérapie. On va essayer de se soutenir mutuellement dans cette quête de la compréhension de qui on est, qu'est-ce qu'on est. Et en fait, on n'est pas méchants. Hein, on n'est pas méchants. N'ayez pas peur de nous. Donc, qui sommes-nous? Que sommes-nous quelque part? En fait, nous sommes. On a souvent tendance à penser que quand on parle de carrière et quand on parle de chemin de carrière, quelque part on est des divas. Voilà, parce que dès qu'il y a quelque chose qui nous plaît pas, soi-disant on s'en va, parce qu'on se désengage dès qu'il y a quelque chose qui ne nous correspond pas. En fait, c'est pas tout à fait vrai, dans la mesure où quelque part notre carrière, notre définition de la carrière n'est pas nécessairement liée à une entreprise, mais beaucoup plus à un schéma de valeurs. Et donc c'est un paradigme qui a beaucoup changé dans nos états d'esprit. Je suis pas scientifique ou sociologue ou quoi que ce soit, donc là je vous expose beaucoup plus mon schéma de croyance, comme ça si jamais vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas, vous envoyez les questions après. Mais quelque part notre loyauté aujourd'hui va beaucoup plus effectivement vers un schéma de valeurs plus qu'à une entreprise à proprement parler. Après c'est à l'entreprise, et on entend souvent parler, on est dans le cadre de Future of Work. Je peux prendre le cas de l'entreprise dans laquelle je suis, hein, je ne fais pas l'autopromo, mais c'est une entreprise qui a une identité et des valeurs, et donc quelque part il y a un match qui se fait et qui fait aussi qu'on peut créer de l'engagement. Donc oui, c'est pas facile parce qu'on est dans un changement culturel, on est dans un shift, et ce dont je voudrais parler ici aussi, c'est le fait que les entreprises ont besoin effectivement de s'adapter, mais pas que. Sinon, effectivement, on est dans cette démarche de fabrique de diva, qui est que on va avoir seulement des organisations qui vont s'adapter à nous, alors que nous-mêmes, on doit aussi faire cette démarche de s'adapter. Donc, derrière, il y a beaucoup de réponses concrètes. Je pense qu'il y a quelques exemples, on peut parler de quelques exemples qui existent. Oui, alors aussi, petit message préventif, on a 20 minutes, on pourra en parler pendant une journée, 2 jours. C'est pas une science exacte, donc on va pas complètement généraliser une population, mais on va tirer quelques constats de notre expérience, de ce qu'on a connu, de ce que d'autres entreprises peuvent pratiquer aussi, et pour répondre à quelques caractéristiques qu'on va avoir cette population dite millennials. Et notamment, la première, c'est l'impatience, la curiosité, ou de manière un peu plus brutale, le collaborateur qui veut tout de suite. À l'impatience. Voilà, on avait juste avant, donc il y avait un talk sur le fait qu'on était en surcharge digitale. On est toujours stimulé par quelque chose. On a cette recherche de bénéfices immédiats. Qui est souvent d'ailleurs recherché dans les jeunes startups. Quand on crée un MVP, on parle souvent d'aller chercher un bénéfice immédiat pour pouvoir justement donner à l'utilisateur, montrer à l'utilisateur qu'on répond à une promesse. En fait, dans notre culture, dans notre façon d'interagir avec des outils, avec des produits, on est exactement dans cette même démarche. Donc on cherche ça, on cherche ce stimuli, et quelque part, cette vision qu'on peut avoir de notre avenir est beaucoup plus
Agile, alors pas dans le sens méthodologique du terme, hein, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui est beaucoup plus flexible, qui n'est pas figé dans le marbre. Hein. Quand on parle de chemin de carrière, on dit souvent t'es là, tu vas aller là, que ce soit dans cette même entreprise ou que tu vas passer un certain temps plutôt long dans un environnement. On est beaucoup moins dans cet état d'esprit. On est beaucoup plus acculturé au changement de métier. L'expérience qu'il peut y avoir, par exemple, à travers ce que tu avais dit pour IFS Alpha, peut montrer aussi qu'il y a des gens qui changent de métier, qui s'éveillent à quelque chose de nouveau. Un déclic se fait, un shift se fait, ou un plafond de verre se brise, et donc on va naturellement transiter vers quelque chose de nouveau. Et en tant qu'entreprise, on est en capacité aujourd'hui, et dans le passé ça a aussi existé, de pouvoir accompagner ce changement et cette acculturation vers le changement. Oui, parce que de toute façon, aujourd'hui, le collaborateur va plus forcément avoir une vision unique ou linéaire ou verticale de sa carrière. On entend beaucoup parler des slashers qui vont avoir des profils beaucoup plus atypiques, qui vont démultiplier les expériences, les métiers, sans forcément avoir cette cohérence ou pas, mais sans forcément avoir cette linéarité de carrière. Et concrètement, la première réponse que peut apporter une entreprise, c'est par la formation. On en a beaucoup parlé ce matin. Plus que la formation, on va peut-être plus parler d'apprentissage. Cyril a parlé d'entreprise apprenante. C'est aussi de répondre aux besoins de ses collaborateurs apprenants et en intégrant complètement cette notion d'apprentissage et donc en repensant pour les RH la formation et de sortir du traditionnel plan de formation classique et suivi de carrière classique. Et aujourd'hui, l'apprentissage, il ne se limite plus à un savoir-faire aligné avec l'entreprise, avec l'activité de l'entreprise ou aligné à un métier. Il va aussi un petit peu déborder sur des sujets un peu plus extra-professionnels ou des sujets périphériques à une évolution de carrière, à un métier ou autre. C'est l'exemple du M95 finalement, parce qu'au travers de toutes ces micro-formations, meet-up, BBL que vous organisez ici, ça permet et ça contribue à nourrir la curiosité et d'une certaine manière aussi cette impatience de vouloir emmagasiner énormément de choses, énormément de sujets. C'est aussi l'exemple d'une société suédoise, CRISP, qui consacre une journée par semaine à l'apprentissage sur tous les sujets. C'est acté, c'est complètement intégré dans la routine de cette entreprise. C'est une petite structure, donc avec les nécessités budgétaires ou de productivité, mais toutes les semaines, une journée est entièrement dédiée à l'apprentissage. C'est également, pour aller un peu plus loin, au-delà du sujet classique de formation, c'est la mise en pratique et la possibilité de laisser aux collaborateurs l'occasion de travailler sur des sujets qui sortent de leur zone de confort, de leur zone de compétence, au travers de communautés éphémères, au travers d'initiatives comme IFS Alpha. Et là, il y a un exemple qui n'est pas récent, puisque c'est une pratique qui a été intégrée depuis la création de cette société, mais qui a été reprise aujourd'hui par des structures comme Google ou Atlassian. C'est la société 3M qui avait lancé ça, qui se base sur le 80-20. 80% du temps passé par un collaborateur à son activité de base et à son métier de base, et 20% sur des projets connexes qui sont liés ou pas à sa hiérarchie, qui sont liés ou pas à son métier de base, et qui peuvent être extrêmement intéressants pour l'entreprise, puisque c'est dans ce cadre de ces 20% de projets annexes que deux personnes de 3M ont créé le post-it en 74, et au grand bonheur des agilistes et de 3M aussi, puisque il y a eu un véritable bénéfice pour la société. Après, pour aller plus loin, pour répondre à cette notion d'impatience et du moins au changement de repère sur la temporalité d'une carrière, ça nécessite aussi pour les RH, pour les managers, de repenser complètement tout le parcours de suivi. Il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui remettent en cause le bien fondé de l'entretien annuel. C'est important d'avoir ces points de suivi. Par contre, c'est important aussi de repenser la temporalité et de l'atomiser complètement. Puisqu'aujourd'hui, un collaborateur ne va pas attendre un an pour faire un point avec son manager ou pour faire un point sur sa carrière et sur les possibilités d'évolution. Ce qu'on a constaté aussi, et ce dont on entend souvent parler aussi, c'est la quête de sens. La recherche de sens, la quête de sens des millennials. C'est vrai que la quête de sens est extrêmement importante. On parle de plus en plus, il y a une sorte de bien-pensance qui est en train de se développer autour de la question du pourquoi. Par exemple, la position du manager, aujourd'hui, on sent qu'il y a un mouvement autour du manager qui est moins dans la prescription du comment,
du pour-quand, voire même du quoi, et de plus aller chercher le pourquoi, la raison, notre raison d'être, qui a quelque part aussi une connexion avec le système de valeurs, des valeurs qui sont là, D'ailleurs, à ce sujet-là, je ne sais pas si vous connaissez un monsieur qui s'appelle Simon Sinek. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est celui qui avait. Alors, c'est pas celui qui a fait des recherches scientifiques, hein, et on fait pas une conférence encore une fois sur les neurosciences, mais qui avait expliqué que pour la faire courte, que quand on va d'abord commencer par expliquer le pourquoi on fait les choses, on va solliciter une partie du cerveau qui n'est pas rationnelle. Donc on va aller plutôt chercher un côté de motivation intrinsèque. Un peu, quand on parle de motivation intrinsèque, pour faire la différence entre l'extrinsèque, l'extrinsèque c'est un peu la carotte, c'est la récompense qu'on voit, qu'on veut essayer d'atteindre. L'intrinsèque c'est quelque chose qui nous donne naturellement de l'énergie, par exemple pour se lever le matin. Cette quête de sens, elle est là aussi. On est des individus qui aujourd'hui, on a de plus en plus besoin d'avoir une raison de se lever le matin et non pas de dire ce qu'on fait, mais notamment pourquoi on le fait. Ça passe aussi par chercher plus le questionnement, non pas de comment on fait son travail, mais de chercher les questionnements qui sont plus puissants et qui vont nous éveiller vers des convictions et un système de valeurs. Et là, pareil, l'entreprise est capable de pouvoir s'adapter. Encore une fois, donc il y a des cas qui apparaissent beaucoup aujourd'hui, qui ont aussi émergé par le passé, mais c'est vrai qu'avec ce questionnement qu'on se pose sur les millénials, ça émerge de plus en plus. Et je pense que tu as quelques histoires à raconter par rapport à ça. Oui, et surtout la quête de sens, elle est double. C'est qu'aujourd'hui, un millénial va rechercher un job qui ait du sens, et là aussi on entend beaucoup parler des bullshit jobs, du bouquin La révolte des premiers de la classe, des néo-artisans, des pâtisseries de rue des Martyrs qui sont l'issue de reconversion de jeunes cadres dynamiques, purs produits des écoles de commerce. Et c'est important pour un collaborateur de pouvoir se situer dans l'entreprise et pouvoir aussi situer l'impact et la contribution qu'il va pouvoir faire à l'entreprise au-delà de sa productivité, de ses livrables, de sa prod, etc. Et ça change beaucoup de choses pour le manager. Alors on parle aussi beaucoup d'entreprises libérées, c'est pas pour autant qu'il faut supprimer le management, simplement qu'il faut le faire évoluer. C'est qu'aujourd'hui le manager, il est là pour relayer cette vision d'entreprise, pour alimenter les collaborateurs dans leur recherche de sens, pour accentuer plus son équipe sur une mission, sur un objectif. Et l'objectif, là aussi, il y a énormément d'entreprises qui sont passées d'une méthode d'objectifs classiques, chiffrés, avec des indicateurs très, très précis, à la méthode dite OKR, et donc ça c'est notamment Google, LinkedIn, etc., où on va plutôt, en collaboration avec les équipes, réfléchir à des objectifs qui vont répondre aux besoins de l'entreprise, au-delà des chiffres ou autres. C'est en quoi ce que je vais faire sur ce projet cette année, ce mois-ci, pendant ce sprint, va répondre à un des objectifs de l'entreprise en termes de stratégie, en termes de croissance, en termes de développement. Et du coup, c'est important aussi d'accompagner les managers dans leur nouveau rôle, de jouer sur le leader, enfin de les former, de les faire monter en compétence sur du leadership, sur du coaching, et vraiment leur faire prendre conscience qu'ils sont au service de leur équipe et qu'ils sont là aussi pour stimuler et pour communiquer cette vision. Après, le deuxième point qui est important dans cette quête de sens, c'est comment l'entreprise peut faire contribuer le collaborateur de manière beaucoup plus globale à la stratégie de l'entreprise, à la vision de l'entreprise. Et ça, c'est faisable aussi bien dans des petites structures, dans des PME, que dans des grosses sociétés. Et pour les très grosses sociétés, l'exemple de Leroy Merlin est assez parlant, puisque dans leur projet Vision, ils embarquent tous les collaborateurs pendant genre, je ne sais plus combien de temps ça dure, mais en atelier, ils embarquent vraiment tout le monde pour définir et pour écrire et pour dessiner la stratégie de Leroy Merlin sur les 10 prochaines années. Et là encore, ça permet de sortir de ces ateliers et de cette réflexion-là des idées qui ont cartonné pour la société et en même temps qui engagent énormément l'ensemble des consultants. On l'a fait aussi chez Daveo et
comme quoi c'est possible dans une plus petite structure, de vraiment faire contribuer le collaborateur quotidiennement au travers d'ateliers, de réflexion, au travers de l'activité des communautés, pour faire évoluer son organisation, comment on peut contribuer, comment on peut améliorer des process, une organisation, des outils, des méthodes. Et du coup, on parle plus de mission et d'engagement que de job réellement. Au-delà de ça, aujourd'hui, un millénaire, il va rechercher une entreprise qui ait du sens. Et là, c'est peut-être plus difficile parce qu'il faut vraiment que ça émerge des valeurs de l'entreprise et de la culture de l'entreprise. Patagonia le fait très bien, le fait de manière très, très radicale, puisque pour Patagonia, c'est vraiment la culture qui va driver sa stratégie et qui va inclure une politique éco-responsable dans son cahier des charges. C'est vraiment une contrainte dans toute sa chaîne de production et de fabrication d'inclure cette notion de produits recyclables et recyclés, et qui va encourager aussi le déstaffing de ses collaborateurs, les congés sabbatiques, pour participer à des ONG. Et là, l'actualité nous aide bien pour appuyer notre discours, puisque il y a quelques jours, plus de 13 000 étudiants de grandes écoles ont signé un manifeste pour le réveil écologique et donc s'engagent à refuser de travailler pour des entreprises polluantes. Et alors, au-delà des entreprises polluantes assez visibles ou autres, ils vont pousser le raisonnement plus loin, ils vont dénoncer le greenwashing, et même si ça ralentit, même si ça freine, même si ça pénalise leur carrière. Et je pense que 13 000 étudiants des grandes écoles, on en a tous besoin, vu nos problématiques de recrutement. Donc c'est important pour une entreprise d'ouvrir un peu ses chakras et de ne pas se limiter à son écosystème, à son secteur d'activité, et d'intégrer complètement dans sa culture d'entreprise, dans ses valeurs, en quoi, en tant que société, on veut avoir un impact un peu plus sociétal et comment on peut l'intégrer dans nos pratiques. Le dernier point dont on voulait parler, c'est un peu la combinaison de tout ça, c'est l'impatience, la curiosité d'avoir un job qui ait du sens, dans une entreprise qui ait du sens. Ça peut parfois générer des déceptions et ça nous oblige, ça nous oblige en tant qu'entreprise de penser un peu comment on va gérer ces déceptions, ces frustrations dans la carrière de nos collaborateurs. Ouais, la gestion des déceptions, ça c'est toujours un moment un peu délicat. Ça peut déjà commencer dès la première étape du voyage, quand une personne rencontre une entreprise dans le cadre peut-être d'une embauche. Donc les entretiens, on peut parler de l'expérience candidat dès le départ, où de nombreuses entreprises ont tendance à adresser un tableau un petit peu idéal de son entreprise pour essayer d'amener le candidat. On sait que par exemple sur certains profils il va y avoir une tension sur le marché, donc on va vouloir se différencier par pas mal de petites choses. Sont plein de petits signaux. Donc en gros, on est en train de présenter un joli... j'adore le hamburger, donc je vais prendre le hamburger. Un joli hamburger. On va dire que comme on est dans la... Alors non, je ferai pas au quinoa, mais un truc bio, un truc bien, un truc qui fait du sens. Un burger éco-responsable, voilà. Il est sympa, il est bien marketé. Et finalement, on rentre dans la boîte, on a signé, on fait notre onboarding, et finalement, on se rend compte que le hamburger en réalité ressemble plus à un Big Mac qu'à un joli burger, le joli burger dont je vous avais parlé juste avant. Ce côté déceptif, on peut le connaître, on l'a tous connu à un moment dans nos vies, et on peut le répliquer sur plein de situations où effectivement on s'attendait à quelque chose et voilà. On a aussi cette situation dans ce qu'on appelle un peu la traversée de la vallée de la mort, qui est quand on rentre dans une entreprise et que ça se passe bien les premiers mois, c'est toujours l'excitation des débuts, puis après on commence à rentrer dans un moment qui est difficile, et c'est là qu'on commence à avoir les premières déceptions, ce qui est en fait naturel, et on a besoin de les gérer. C'est normal d'avoir des déceptions, c'est normal de se poser des questions, mais il faut pouvoir l'accompagner, et là j'enjoins chacun à donner beaucoup plus de crédit à quelque chose qu'on s'interdisait de faire avant, parce que c'était perçu plus comme de la faiblesse, mais de donner beaucoup plus de valeur à ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Voilà. C'est pas l'intelligence du comment, c'est l'intelligence du pourquoi, c'est l'intelligence de ce qui fait du sens, c'est l'intelligence de ce qui résonne.
Parce que finalement, et ce n'est pas valable que pour les millénials, on parle des millénials ici, mais quand on dit le millénial fait ci, les millénials fait ça, en fait c'est juste le prétexte pour réfléchir et aller plus loin. Hein. On n'est pas en train de faire une étude en disant le millénial marche dans la savane et il fait ceci ou cela. Non, on est tous concernés et c'est cette arrivée-là qui a favorisé l'émergence des questionnements. Et cette histoire d'intelligence émotionnelle est capital justement aussi pour pouvoir créer de l'engagement, pour se considérer comme faisant partie certes d'un tout, mais qu'on n'est pas une somme d'individus, mais que ce sont les interactions entre ces individus qui créent vraiment de la richesse et de la valeur. L'intelligence émotionnelle donne aussi doit pouvoir donner lieu au crédit sur le rapport à l'erreur. Quand on parle de déception, on parle aussi souvent d'entreprises innovantes où on va tester des trucs, je pense. Par exemple, on a beaucoup de discours sur des espaces innovation. On va tenter des trucs, on va faire des MVP. Et finalement, ça veut dire qu'on fait des hypothèses, on essaye de les confirmer. Et des fois, ça ne marche pas. Des fois, on fait des erreurs. Et ce rapport à l'erreur qu'on a culturellement, il est difficile. Déjà pour soi, par nature, on n'aime pas trop se planter. On a aussi un peu été câblé pour ça hein, depuis notre plus tendre enfance. Et finalement, ce dont on a besoin de revenir vers une démarche qui est beaucoup plus empirique. Une démarche empirique, c'est de travailler sur des petites choses, des choses qui font du sens. Et ces choses qui font du sens pour pouvoir les tester et plutôt célébrer l'apprentissage, c'est-à-dire le résultat de cette expérimentation. C'est une réussite, c'est bien, on a appris, on déploie. C'est un échec, mauvais mot, c'est petite erreur, cette expérience n'est pas concluante, et bien très bien, on a appris quelque chose, c'est-à-dire qu'on va pas se commit sur quelque chose qui ne marchera pas. Finalement, c'est une bonne nouvelle. Après, ça va aussi avec mon caractère qui regarde toujours le verre à moitié plein. Mais il faut vraiment redonner un sens aussi à ce rapport à l'erreur, puisqu'il y a un vrai apprentissage et c'est aussi comme ça qu'on grandit. Et du coup, plus concrètement, on va revenir encore sur le manager. Dans le nouveau rôle du manager, c'est aussi tenir compte de nouveaux indicateurs ou d'autres indicateurs. C'est des indicateurs qui sont plus relatifs à cette intelligence émotionnelle. C'est les mood boards, c'est la récurrence des feedbacks, c'est les rapports d'étonnement, c'est tout un tas de choses. C'est aussi important pour l'entreprise puisque le collaborateur va avoir plus facilement tendance à faire une autodéclaration de son humeur et la diffuser grâce au digital sur tous les réseaux sociaux. Et on parle souvent de faire en sorte que les collaborateurs soient des ambassadeurs. Et ça passe aussi par ça, par écouter leur feedback, écouter leur humeur, voir comment on peut maintenir leur motivation dans le temps, leur engagement dans le temps. C'est aussi d'avoir cette data d'une certaine façon et cette information. Et surtout, la réaction du manager, c'est de réagir immédiatement et de se positionner plutôt dans la recherche de solutions, encore une fois dans la collaboration et dans la co-construction de solutions, sans attendre encore une fois l'entretien annuel ou un autre point où se dire bon bah voilà mon collaborateur n'est pas content, bon, bah, j'accuse réception et ça va se régler tout seul. Dans la valorisation de l'erreur, il y a une société californienne qui a fait une démarche plutôt intéressante. C'est Intuit qui a organisé la fête de la défaite, qui a encore une fois intégré ça complètement dans sa routine pour partager les échecs de chaque collaborateur, chaque service, chaque métier, chaque projet, chaque défaite en tant que telle, pour déjà en faire une espèce de rituel de deuil collectif, de surmonter collectivement cette erreur, de l'intégrer complètement dans la culture de l'entreprise, dans l'ADN, de déresponsabiliser d'une certaine manière, mais déculpabiliser aussi les choses, et puis surtout de pouvoir en faire quelque chose de constructif et d'apprendre de cette erreur et de pouvoir continuer à réembarquer les collaborateurs qui ont peut-être vécu plus ou moins bien cette erreur pour être dans l'amélioration continue et on recommence, on y retourne.